Vous avez passé tout le week-end à préparer la terre. Vous avez soigneusement placé vos plants de pommes de terre dans le sol. Et maintenant, vous vous dites sûrement que le plus dur est fait, n'est-ce pas? Eh bien, préparez-vous à un choc. Planter, ce n'est que 10% du travail. Ce que vous allez faire dans les jours et les semaines qui suivent va déterminer si vous récolterez quelques petites billes ridicules ou des kilos de tubercules énormes et délicieux. Aujourd'hui, je vais vous révéler le secret absolu des maraîchers professionnels pour obtenir une récolte gigantesque. Une astuce si simple mais tellement puissante que vous allez regretter de ne pas l'avoir connue plus tôt. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais aussi détruire un mythe très populaire sur l'arrosage qui ruine les récoltes de milliers de jardiniers chaque année. Alors, êtes-vous prêt à voir vos rendements exploser? Discutons-en ensemble dans les commentaires. Avez-vous déjà eu des récoltes décevantes par le passé? Pour bien comprendre ce que nous allons faire, il faut faire un petit voyage dans le temps. La pomme de terre est originaire des hauts plateaux de la cordillère des Andes, en Amérique du Sud. Là-bas, elle pousse dans des conditions très particulières, avec des sols, meubles, bien drainés et des températures fraîches la nuit. Quand elle a été introduite en Europe il y a plusieurs siècles, elle a sauvé des populations entières de la famine. Mais pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même dans nos potagers modernes, nous devons recréer, en partie, ses conditions d'origine. La plante de pomme de terre a une particularité fascinante. Ce que nous mangeons, le tubercule, n'est pas une racine. C'est en fait une tige souterraine modifiée, gonflée de réserve. Et c'est exactement cette particularité biologique que nous allons exploiter à notre avantage avec la technique que je vais vous détailler. Si vous comprenez comment la plante fabrique ses réserves, vous avez la clé du succès. Commençons par la toute première chose à surveiller juste après la plantation. Il s'agit de la gestion de l'humidité du sol. La grande erreur que font la plupart des débutants, c'est de noyer la terre immédiatement après avoir planté les tubercules. C'est un mythe tenace qui dit qu'une plante nouvellement installée a besoin d'énormément d'eau tout de suite. Mais pour la pomme de terre, c'est tout l'inverse. Le tubercule mère que vous avez enfoui contient déjà toute l'énergie et l'humidité nécessaires pour faire démarrer les premières pousses. Si vous arrosez trop à ce stade, surtout si votre terre est un peu lourde ou argileuse, vous risquez tout simplement de faire pourrir le tubercule avant même qu'il ne germe. Imaginez une éponge déjà humide que vous laissez tremper dans un seau d'eau. Elle va finir par moisir. C'est pareil pour votre plant. La terre doit être juste légèrement fraîche. Laissez les racines chercher l'humidité en profondeur. Cela va les forcer à s'étendre et à créer un système racinaire fort et vigoureux dès les premiers jours. Attendez que les premières feuilles sortent de terre avant d'envisager le premier véritable arrosage. La deuxième étape cruciale, c'est la mise en place d'un paillage protecteur. Une fois que vos plants ont pointé le bout de leur nez hors de la terre, vous devez absolument couvrir le sol. Ne laissez jamais la terre à nu. Le soleil direct va assécher la surface, créer une croûte dure et faire monter la température du sol. Or, les pommes de terre détestent avoir chaud aux racines. Elles aiment avoir la tête au soleil, mais les pieds au frais. Utilisez de la paille, du foin sec ou même de la tonte de gazon bien sèche. Ce manteau protecteur va agir comme un isolant thermique redoutable. Imaginez le sol d'une forêt en plein été. Même s'il fait très chaud dehors, si vous grattez les feuilles mortes, la terre en dessous est fraîche et humide. C'est exactement l'environnement que nous voulons recréer. De plus, ce paillage va se décomposer lentement. Il va nourrir les vers de terre et les micro-organismes. Ces petits travailleurs de l'ombre vont aérer votre sol gratuitement et transformer la matière organique en nutriments directement assimilables par vos futures pommes de terre. Nous arrivons maintenant à l'étape la plus importante de toutes, le véritable secret d'une récolte abondante. Il s'agit du premier butage. Qu'est-ce que le butage? C'est l'action de ramener de la terre autour de la base des tiges de la plante. Vous devez le faire quand les plants atteignent environ 15 à 20 cm de hauteur. Pourquoi est-ce si vital? Rappelez-vous ce que j'ai dit plus tôt. La pomme de terre est une tige souterraine. Les tubercules se forment sur de petites tiges appelées stolons. Si vous ramenez de la terre sur la tige principale, la plante va réagir. Elle va se dire qu'elle est plus profondément enterrée qu'elle ne le pensait. Et devinez quoi?
Elle va créer de nouveaux stolons sur la partie de la tige que vous venez de recouvrir. Plus vous enterrez la tige, plus la plante fabrique de stolons, et plus il y a de stolons, plus il y a de pommes de terre à la fin. C'est mathématique. C'est comme si vous rajoutiez des étages à un immeuble pour loger plus de locataires. Sans ce butage, vous n'aurez qu'un seul étage de tubercules. Mais attention, il y a une méthode pour bien buter. Ne prenez pas de la terre dure et compacte pour la jeter violemment sur les plants. Vous devez utiliser une terre fine, légère et bien émiettée. Si votre terre est trop lourde, les tubercules auront du mal à grossir. Ils seront déformés et petits. Prenez votre binette et ramenez doucement la terre des allées vers le pied du plant. Formez une belle butte en forme de dôme. Cette action a aussi un autre avantage énorme. Elle permet de détruire les mauvaises herbes qui essayaient de s'installer autour de vos plants. Vous faites d'une pierre deux coups, vous augmentez votre futur rendement et vous désherbez votre potager sans le moindre produit chimique. Il est important de faire ce premier butage par temps sec. Si vous le faites quand la terre est détrempée, vous allez créer des mottes dures comme du béton en séchant. Prenez votre temps. C'est un travail qui demande un peu d'effort physique, mais je vous garantis que chaque coup de binette se transformera en kilos de pommes de terre supplémentaires dans votre assiette. Ne croyez pas que vous en avez fini avec le butage. Voici la 5e étape incontournable, le 2e butage. Oui, vous avez bien entendu. 3 ou 4 semaines après le premier butage, vos plants auront bien grandi. Ils feront sûrement 40 ou 50 cm de haut. Il est temps de recommencer l'opération. Ramenez encore de la terre pour agrandir et rehausser la butte. Vous allez enterrer les feuilles du bas, et c'est tout à fait normal. N'ayez pas peur de cacher une partie de la plante sous la terre. Cela va forcer la création d'un 3e étage de tubercules. C'est cette multiplication des niveaux de production qui crée le fameux rendement record dont parlent les anciens jardiniers. De plus, ce 2e butage va consolider la plante. Les plants de pommes de terre peuvent devenir très hauts et très lourds. Avec le vent et les fortes pluies, ils risquent de se coucher sur le sol et de se casser. La butte massive que vous venez de construire va agir comme un point d'ancrage solide. Vos plants resteront bien droits, fiers, et leurs feuilles capteront un maximum d'énergie solaire. Parlons maintenant de la nourriture de vos plantes. Une fois les butages terminés, la plante entre dans une phase de croissance végétative intense. Elle va faire beaucoup de feuilles. Beaucoup de jardiniers font l'erreur de rajouter des engrais très riches en azote à ce moment précis, comme du purin d'ortie pur ou du fumier frais. C'est une erreur monumentale. L'azote fait pousser les feuilles, c'est vrai. Mais si vous en mettez trop, la plante va mettre toute son énergie à faire un feuillage géant et magnifique, et elle va totalement oublier de fabriquer des pommes de terre sous terre. Vous aurez le plus beau buisson du quartier, mais rien à manger en dessous. Imaginez un culturiste qui ne travaillerait que le haut du corps et qui oublierait de muscler ses jambes. C'est déséquilibré. Ce dont la pomme de terre a besoin à ce stade, c'est de potassium et de phosphore. Ce sont ces éléments qui favorisent la formation et le grossissement des tubercules souterrains. Gardez la main légère sur l'azote pour ne pas perturber la physiologie de la plante. Alors, comment apporter ce fameux potassium de manière naturelle? C'est notre 7e secret, l'utilisation de la cendre de bois. Si vous avez une cheminée ou un poêle à bois, vous possédez un trésor pour votre potager. La cendre de bois non traitée est exceptionnellement riche en potassium et en oligo-éléments. Après le premier butage, vous pouvez saupoudrer une fine pellicule de cendre tout autour de vos plants, juste avant une petite pluie ou un arrosage léger. L'eau va dissoudre les nutriments et les emmener directement vers les racines. La potasse va stimuler la synthèse des sucres dans les feuilles et leur migration vers les tubercules. C'est ce qui donne des pommes de terre grosses, denses et qui se conservent très longtemps pendant l'hiver. Mais attention, la cendre est puissante. N'en mettez pas des kilos. Sinon vous risquez de bloquer l'assimilation d'autres minéraux en modifiant trop fortement le pH de votre sol. Une petite poignée par mètre carré suffit amplement pour faire des miracles. Abordons maintenant le sujet délicat de la concurrence. Pendant les premières semaines de croissance, vos plants de pommes de terre sont très vulnérables à la concurrence des mauvaises herbes.
Les herbes folles poussent souvent plus vite et volent l'eau et les nutriments dont vos pommes de terre ont cruellement besoin. C'est comme si vous invitiez des amis à dîner, mais que des voisins s'incrustaient à table et mangeaient tout avant que vous ne puissiez vous asseoir. Vous devez garder le contrôle. Heureusement, grâce au debutage successif et au paillage épais que nous avons mis en place, 90% du problème est déjà réglé. Cependant, il restera toujours quelques herbes rebelles qui réussiront à percer. Prenez l'habitude de vous promener dans votre potager une fois par semaine et arrachez ces intrus à la main dès qu'ils sont petits. Surtout, ne laissez jamais une mauvaise herbe monter en graines près de vos cultures, sinon vous préparez des années de galère pour les saisons suivantes. Le 9e point est crucial pour la survie même de votre récolte. Il s'agit de la surveillance d'un ennemi redoutable, le doryphore. Cet insecte rayé jaune et noir est le cauchemar des cultivateurs de pommes de terre. Si vous ne faites rien, une colonie de doryphore peut dévorer l'intégralité du feuillage de vos plants en quelques jours seulement. Sans feuilles, la plante ne peut plus faire de photosynthèse et la croissance des tubercules s'arrête net. Le secret ici n'est pas d'attendre l'invasion pour utiliser des produits chimiques nocifs. Le secret, c'est l'observation précoce. Dès que les feuilles sont bien développées, regardez sous les feuilles. C'est là que la femelle doryphore pond ses œufs. Ce sont de petites grappes de minuscules œufs, orange ou jaune, très caractéristiques. Si vous voyez ces œufs, écrasez-les immédiatement avec vos doigts. C'est la méthode la plus efficace, la plus écologique et la plus radicale. En éliminant une seule grappe d'œufs, vous évitez la naissance de dizaines de larves voraces. Mais que faire si vous avez raté des œufs et que les larves sont déjà là? Ces larves sont rouges avec des points noirs sur le côté. Elles sont molles mais terriblement affamées. C'est notre 10e étape de soin, le ramassage manuel. Prenez un vieux seau, mettez un peu d'eau savonneuse au fond et faites tomber les larves et les insectes adultes dedans. Si vous avez un grand champ, cela peut paraître laborieux. Dans ce cas, vous pouvez vous tourner vers des solutions naturelles à base de bactéries, comme le bacille de Thuringe. Cette bactérie, vendue en jardinerie biologique, cible spécifiquement le système digestif des larves de doryphore, sans nuire aux abeilles, aux coccinelles ou à vous-même. C'est une pulvérisation très efficace si elle est faite au bon moment, quand les larves sont encore petites. N'attendez jamais d'être débordé. Dans le jardinage, l'anticipation est la clé absolue de la tranquillité d'esprit et de la réussite. Passons à une astuce de permaculture très élégante, le 11e point de notre stratégie. Les plantes compagnes. Saviez-vous que certaines plantes peuvent aider vos pommes de terre à se défendre toutes seules? C'est ce qu'on appelle les associations de culture. Après avoir planté vos tubercules, semez des graines de lin ou des œillets d'Inde tout autour de votre parcelle de pommes de terre. Ces plantes ont des propriétés extraordinaires. L'œillet d'Inde, par exemple, sécrète des substances par ses racines qui font fuir certains vers microscopiques du sol, les nématodes qui aiment s'attaquer aux tubercules. De plus, son odeur très forte perturbe le vol des doryphores qui cherchent les plants de pommes de terre à l'odorat. Le lin bleu est aussi réputé pour perturber ce fameux insecte ravageur. C'est magnifique visuellement, cela attire les insectes pollinisateurs utiles et cela protège votre récolte. C'est l'exemple parfait de la nature qui travaille pour vous, gratuitement. Voici maintenant un tournant décisif dans la vie de votre plante, l'apparition des fleurs. C'est le 12e point et il est vital. Quand la plante de pommes de terre commence à fleurir, c'est le signal que le processus souterrain a changé. C'est exactement à ce moment précis que les petits stolons commencent à gonfler pour devenir de véritables pommes de terre. Ce stade de développement demande une quantité d'eau phénoménale. Si votre plante manque d'eau pendant la floraison, les tubercules ne grossiront pas, ou pire, ils prendront des formes bizarres. Imaginez que vous essayez de remplir des ballons de baudruche avec un tuyau d'arrosage bouché. Ça ne marchera pas. À partir de la floraison, vous devez veiller à ce que la terre reste légèrement humide en permanence sous le paillage. Si l'été est sec et qu'il ne pleut pas, il faut arroser copieusement 1 à 2 fois par semaine. Mais attention, arrosez toujours au pied, sans jamais mouiller les feuilles, pour éviter les maladies.
C'est l'occasion de briser un autre grand mythe du jardinage. Faut-il couper les fleurs des pommes de terre? Beaucoup de personnes pensent que si la plante fait des fleurs et des petits fruits verts, elle gaspille de l'énergie qui devrait aller dans les tubercules. Ils passent donc des heures à couper chaque fleur avec des ciseaux. La vérité scientifique, c'est que l'impact est presque négligeable. Couper les fleurs peut éventuellement vous faire gagner un tout petit pourcentage de rendement, mais le temps et l'énergie que vous allez dépenser ne valent absolument pas le coup. De plus, en blessant la plante pour couper les fleurs, vous créez des portes d'entrée parfaites pour les bactéries et les champignons microscopiques. Laissez la plante vivre son cycle naturel. Les petites boules vertes qui apparaissent parfois après les fleurs sont toxiques, ne les mangez surtout pas. Ignorez-les simplement et concentrez-vous sur l'arrosage au sol. Nous devons maintenant parler de la maladie la plus effrayante pour la pomme de terre, le mildiou. C'est un champignon redoutable qui peut détruire toute votre plantation en l'espace de 3 jours si les conditions sont réunies. Le mildiou adore l'humidité constante sur les feuilles et les températures douces. C'est lui qui a causé la grande famine en Irlande au XIXe siècle. Le 14e secret, c'est la prévention par la circulation de l'air. Si vous avez planté vos pommes de terre trop serrées, l'air ne passe pas entre les feuilles, la rosée du matin stagne et le champignon germe. Assurez-vous d'avoir laissé au moins 40 cm entre chaque plant. Si une période de pluie chaude s'annonce pendant plusieurs jours, soyez extrêmement vigilants. Dès les premiers signes, des taches brunes ou noires sur les feuilles entourées d'un halo clair, vous devez agir vite pour stopper la propagation. Retirez immédiatement les feuilles touchées et brûlez-les. Pour lutter préventivement contre ce mildiou, je vais vous donner une recette naturelle très peu connue. C'est notre 15e astuce, le traitement au bicarbonate de soude. Le bicarbonate modifie le taux d'acidité à la surface de la feuille, rendant l'environnement totalement hostile au développement des spores du champignon. Prenez un pulvérisateur, mettez 1 litre d'eau, ajoutez une cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire et une petite cuillère de savon noir liquide pour que le mélange accroche bien aux feuilles. Pulvérisez ce mélange sur l'ensemble du feuillage, dessus et dessous, tôt le matin ou tard le soir, pour éviter que le soleil ne brûle les feuilles mouillées. Répétez l'opération tous les 10 jours, surtout après de fortes pluies qui auraient lavé le produit. C'est une barrière protectrice formidable, très bon marché et 100% respectueuse de l'environnement et de votre santé. Le 16e élément à prendre en compte est la carence en calcium. Parfois, lors de la récolte, on remarque des taches rugueuses et liégeuses sur la peau des pommes de terre. C'est ce qu'on appelle la gale commune. Ce n'est pas très beau, même si c'est comestible après épluchage. Cette maladie est souvent liée à un déséquilibre du sol et à un manque de calcium assimilable. Pour éviter cela, vous pouvez utiliser des coquilles d'œufs. Mais attention, voici un mythe à détruire. Jeter des demi-coquilles d'œufs sur le sol ne sert à rien. Elles mettront des années à se décomposer. Pour que le calcium soit utile rapidement, vous devez faire sécher vos coquilles, puis les broyer en une poudre extrêmement fine. Vous pouvez utiliser un vieux moulin à café pour cela. Incorporez cette poudre fine autour de vos plants lors du 2e butage. L'acidité naturelle du sol va dissoudre cette poudre et rendre le calcium disponible pour renforcer la peau de vos futures pommes de terre. Que se passe-t-il si votre région subit une violente canicule en plein milieu de l'été? C'est notre 17e point d'attention. La pomme de terre est une plante de climat frais. Au-delà de 25 ou 28 degrés Celsius, la plante souffre terriblement. Le processus de création des tubercules s'arrête presque complètement. La plante se met en mode survie. Elle ferme les pores de ses feuilles pour ne pas perdre son eau. Si la canicule s'annonce, votre paillage épais va sauver les racines, mais les feuilles vont souffrir. Si vous le pouvez, installez des filets d'ombrage au-dessus de votre culture. C'est une technique très utilisée par les maraîchers dans le sud. Vous pouvez aussi planter de grandes cultures comme du maïs ou des tournesols du côté sud de vos pommes de terre pour leur faire une ombre bienfaisante l'après-midi. Baisser la température ressentie de quelques degrés peut relancer la machine et sauver votre rendement final. Vers la fin de l'été, une chose étrange va se produire, et c'est là que beaucoup de jardiniers paniquent en a tort.
C'est notre 18e étape de compréhension, le jaunissement des feuilles. Vos plants, qui étaient magnifiques et bien verts, vont commencer à jaunir par le bas, puis les tiges vont s'affaisser et devenir marron. Ne vous précipitez pas sur l'arrosoir, ce n'est pas une maladie et ce n'est pas un manque d'eau, c'est la sénescence naturelle de la plante. Elle a fini son cycle de vie. Toute l'énergie incroyable qui était stockée dans la grande partie verte de la plante est en train d'être transférée et pompée vers les tubercules souterrains. C'est la phase finale du grossissement. Laissez faire la nature. Ne coupez surtout pas ces tiges jaunissantes, laissez-les mourir complètement de leur belle mort. C'est le signe évident que la récolte approche à grands pas et que vos efforts vont bientôt être récompensés. Le 19e secret est sans doute l'erreur de fin de parcours la plus frustrante, le sevrage de l'eau. Environ 2 ou 3 semaines avant la date prévue de votre récolte, quand les feuilles sont devenues bien jaunes et tristes, vous devez absolument et totalement arrêter d'arroser. Coupez les vivres. Pourquoi? Parce que si la terre reste humide à ce stade, les pommes de terre vont se gorger d'eau. Elles seront fragiles, elles auront peu de goût et surtout, elles pourriront très rapidement dans votre cave pendant l'hiver. L'arrêt de l'eau provoque un stress bénéfique. Il force la pomme de terre à épaissir sa peau pour se protéger. C'est un peu comme de la corne qui se formerait sur les mains d'un travailleur manuel. Cette peau épaisse est la garantie d'une conservation parfaite pendant des mois. Un sol sec facilitera également énormément l'arrachage le jour J. La terre ne collera pas aux tubercules. Enfin, nous arrivons au 20e et dernier conseil, le test de la peau. Avant de sortir la fourche bêche et de retourner tout votre champ, faites un test sur un seul plant. Choisissez un plant bien sec, grattez doucement la terre avec vos mains et sortez une belle pomme de terre. Frottez fermement la peau de ce tubercule avec votre pouce. Si la peau se détache facilement et roule sous votre doigt, cela signifie que la pomme de terre n'est pas encore prête. Sa peau est encore trop fine, ce qu'on appelle la peau nouvelle. C'est délicieux à manger tout de suite, mais impossible à conserver. Si au contraire, la peau résiste à la pression de votre pouce et reste bien attachée, alors bingo. Le processus de durcissement est terminé. Vous avez le feu vert. Vous pouvez récolter l'intégralité de votre potager par une belle journée ensoleillée et admirer la montagne de nourriture que vous avez su produire grâce à ces techniques. Voilà, vous savez absolument tout. Si vous appliquez méticuleusement ces étapes de butage, de gestion de l'eau, de paillage et de protection naturelle, je vous garantis que vous allez multiplier vos récoltes d'une manière spectaculaire. Vous n'allez pas en revenir quand vous enfoncerez votre fourche dans la terre pour découvrir ces grappes énormes de tubercules parfaits. Fini les petites récoltes tristes et les plants malades. Vous avez maintenant entre les mains le savoir des meilleurs jardiniers. La culture de la pomme de terre demande de l'attention, c'est vrai, mais le résultat en vaut largement la peine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne, laissez un gros pouce bleu et partagez cette vidéo avec vos amis jardiniers. Et avant de partir, répondez à cette question dans les commentaires. Quelle est, selon vous, la tâche la plus difficile quand on cultive des pommes de terre? J'ai hâte de lire vos expériences. À très bientôt pour de nouveaux secrets de jardinage.